Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre de notre émission que vous savez, qui reçoit le grand, les étoiles d'Afrique, Minzoto et Africa. Aujourd'hui pour vous, je reçois Madame Lydia Moutiébélé Kazumba, qui est échevine du logement, du patrimoine public et de l'égalité des chances. Avec elle, nous allons parler, parcourir un peu sa vie, son parcours, sa carrière. Et donc, je vous laisse le temps de la découvrir. Bonjour Madame Lydia. Bonjour, Madame Très heureuse de vous recevoir aujourd'hui sur Exception TV, mais dans le cadre, dans ce beau cadre qui est votre bureau, c'est magnifique. Déjà, félicitations. Moi, je vous félicite parce que depuis, je ne vous ai pas encore eu en interview depuis votre nomination, mais je profite pour vous féliciter pour ce poste. Merci beaucoup. Vous avez. Alors, voilà, notre émission parlera un peu de votre parcours, de vos efforts. Qu'est-ce que vous avez fait pour accéder, pour arriver là où vous êtes? Parce que cette émission est conçue pour encourager les jeunes, dire aux jeunes qu'on peut penser, on peut rêver grand. Pourquoi pas? C'est pas un péché. Il ne faut pas se limiter, il ne faut pas penser petit. Il faut croire à ses ambitions, il faut croire à ses rêves. Il ne faut pas se limiter parce que vous voyez qu'il y a des embûches, vous voyez qu'il y a des blocages. Vous êtes africaine, vous êtes une femme noire et en Belgique, vous voir là où nous vous voyons aujourd'hui, nous voulons savoir le secret. Alors, dites-nous, moi je vais vous laisser quand même la parole, vous présenter à toutes ces gens qui ne vous connaissent pas. Alors, je m'appelle Lydia Moutiébélé. Je suis arrivée en Belgique à l'âge de 6 ans, avec mes parents, mon père et ma mère. Mon père était venu travailler pour la Gécamine et nous, on l'a suivi. J'ai donc passé toute ma vie en Belgique et j'aime toujours me présenter comme une métisse culturelle parce que j'ai besoin de frites et j'ai aussi besoin de pondou. Voilà. Donc, je ne peux me passer de l'un ou de l'autre. Et c'est vraiment moi et c'est ce mélange qui fait que je suis Lydia Moutiébélé et je suis élue à la ville de Bruxelles. Je suis échevine. Depuis quelle année? J'ai été élue au conseil communal pour la première fois en 2006. J'avais 27 ans. Et j'ai été désignée échevine en 2020 par le collège à l'initiative de mon bourgmestre Philippe Close. Ok, d'accord. Alors, dites-nous un peu, vous êtes arrivée à 6 ans, vous êtes restée avec vos parents donc ici? Oui, j'ai grandi avec mes parents. Mon père était ingénieur. Il travaillait à la Gécamine commerciale, il était ingénieur métallurgiste. Ma mère, c'est une mathématicienne de formation, mais elle a été femme au foyer, elle s'est occupée de nous. Mes parents sont décédés. Et je pense que c'est ce qui a contribué à mon équilibre parce que j'avais un père qui n'était pas beaucoup là parce qu'il travaillait beaucoup. Et ma mère était à la maison, elle s'occupait de nous, elle relisait nos devoirs, elle faisait le linge, elle discutait avec nous, elle allait aux réunions des parents, elle connaissait nos amis. Elle nous punissait, et bien sûr, mon père aussi, mais c'est, voilà, je pense que la mère, pour participer à l'éducation... Une femme avec un grand F. Voilà, elle a fait beaucoup. Ok, d'accord. Alors, le cursus scolaire, évidemment, vous l'avez fait ici, parce que vous êtes arrivé à 6 ans. Vous avez fait tout ici. Alors, j'ai fait mes primaires et mes secondaires à Woluwe-Saint-Lambert, et j'ai fait mon diplôme universitaire à l'ULB. J'ai eu un master en droit, et un diplôme d'études spécialisées en droit international privé. Ok, donc vous êtes avocate de profession? Oui, j'ai été avocate à un moment de ma vie, parce qu'en fait j'avais choisi le droit depuis que j'étais jeune, parce que j'ai toujours été une personne qui n'aimait pas l'injustice. Et j'ai choisi le droit parce que je voulais être avocate. Je voulais vraiment être la personne qui défend les opprimés, les plus faibles, les personnes qui sont soumises à des injustices voilà, dont ils font l'objet. Et j'ai exercé un tout petit peu comme avocate avant d'être engagée dans un cabinet politique ici à la ville de Bruxelles. Donc faire le droit, c'est votre propre voulu, c'est pas parce que papa était quand même ingénieur et maman mathématicienne, tu dois faire le droit, tu dois... Donc c'est vraiment ce que vous avez voulu. Mes parents, c'est vrai que c'est des personnes de chiffres, enfin, c'était plutôt des personnes de science, hein. C'était pas des personnes qui étaient accrochées aux lettres, mais moi j'ai vraiment choisi mes études moi-même, c'était la vocation que j'avais, c'était défendre les autres. Alors en tant que femme noire, vous arrivez en Belgique, vous étudiez, vous faites votre droit, à un moment donné, comment ça se fait que vous avez basculé vers la politique? Quand je termine mes études, je chôme pendant 2 ans. Et je me rends compte que mes collègues qui ont fini avec moi, parfois même avec des moins bonnes cotes que moi, sont déjà engagés. Il y a 20 ans, franchement, trouver du travail, il y a plus de 20 ans,
C'était pas facile. Hein. Moi, je me rappelle que quand j'étais petite en Belgique, bah, on ne voyait pas de chauffeurs de bus africains, on ne voyait pas de déboueurs africains. Tu pouvais aller à la banque, tu n'as pas de personnes d'origine étrangère dans un guichet. On a beaucoup évolué, même si on n'est pas encore arrivé à la situation à laquelle on devrait arriver. On a fait un long chemin dans la lutte contre la discrimination et le racisme. Et c'est pour ça que bah, moi, quand je termine mes études, j'ai du mal à trouver un travail. Alors, je fais des stages pour que je reste à jour, pour que je sois active. Et je commence à militer en politique. Parce que je me rends compte que ça ne sert à rien de bouder chez moi et de me dire, oui, voilà, je suis dans un pays où je n'ai pas de place. Je préfère créer ma place. Et pour la créer, bah, il faut travailler. Quelles sont vraiment les difficultés que vous avez rencontrées? Ben, les difficultés, c'est qu'on ne voulait pas m'engager. Je voulais faire une interview, mais je ne convenais jamais. Tu fais 5 interviews, 10 interviews, tu ne conviens jamais. Pourquoi tu ne conviens jamais et les autres conviennent? C'est qu'il y a un souci. C'était un souci de voir une certaine jeunesse issue de la diversité prendre les places auxquelles on ne s'attendait pas qu'on accède. Il y avait une espèce de plafond de verre. Mais le plafond de verre existera toujours. Tant que l'être humain sera l'être humain, je pense qu'on ne va jamais éradiquer ce problème de racisme, mais on peut avoir des méthodes. Okay. Par exemple, nous, à la ville de Bruxelles, il n'y a pas longtemps, j'ai pu sortir notre premier plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Okay. Il y a 20 ans, quand vous voyez les fonctionnaires qui sont présents au guichet à la ville de Bruxelles, et les fonctionnaires qu'on voit aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Il y a une volonté politique de dire, ben voilà, il faut que les fonctionnaires qui travaillent dans l'administration ressemblent aux citoyens qui habitent la ville de Bruxelles. Donc vous verrez dans les fonctionnaires des personnes qui ont différents pays d'origine. Et moi, c'était vraiment l'objectif de ma lutte en politique. D'abord, je me suis d'abord positionnée en étant une personne qui se met en politique, qui veut dire que voilà, on est belge. On a grandi ou on est né en Belgique. Donc, nous sommes belges à part entière. Okay. Pourquoi est-ce qu'on doit regarder nos origines? Pourquoi on doit voir d'où on vient? On a des diplômes belges, on parle français, on a le droit d'exister et on doit aussi être reconnu comme belge. On n'est pas des Belges de seconde zone. Ok, d'accord. Donc vous avez persévéré, vous avez fait beaucoup de stages, le bénévolat, et c'est comme ça que vous avez tenu et pour vous. J'ai aussi été militante en politique. Ok. Je pense que le militantisme, c'est vraiment la base de mon engagement parce que j'ai décidé de m'investir en politique et de militer. Je n'étais pas venue pour être candidate. Moi, j'étais juste venue parce que je voulais m'investir aux côtés des politiciens. Je voyais qu'il y avait des inégalités et qu'il fallait travailler, qu'il fallait être actif en politique. Okay. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai été engagée dans un cabinet politique en 2004, ici à la ville de Bruxelles. Et c'est là qu'est venu le goût de faire la politique. Et c'est là que on m'a demandé d'être sur une liste, parce que vous savez, souvent, quand on constitue les listes, on a du mal à avoir des jeunes, on a du mal à avoir des femmes. Et moi, j'avais les deux, j'étais une jeune femme. Okay. Alors, on m'a dit, mais voilà, je pense que c'est le bon moment de te lancer et d'être acteur du changement. C'est comme ça que j'ai été candidate pour la première fois aux élections en 2006. Vous êtes aussi très active dans l'associatif, notamment le prix que vous avez eu de l'ASBEL MRAX, qui est la plume contre le racisme. Félicitations. Merci. Donc, dites-nous un peu, racontez-nous votre histoire, votre petite histoire d'amour avec les associatifs. J'ai toujours été aussi militante. J'ai toujours été militante féministe. Parce qu'en fait, au départ, je pensais que le problème que j'avais, c'était juste parce que j'étais noire. Et en évoluant dans la société, en regardant les combats, je me suis rendu compte que je n'étais pas discriminée seulement parce que j'étais noire, j'étais discriminée parce que j'étais une femme. Et beaucoup de femmes, qu'importe leur couleur, qu'importe leur origine, sont discriminées parce qu'elles sont femmes. Vous allez arriver, si vous voyez le CEO d'une banque et que c'est une femme et qu'il y a un homme à côté, on croira que c'est l'homme le chef, alors que c'est la femme le chef. Donc j'ai été dans certains mouvements féministes, comme le groupement des femmes africaines inspirantes et actives, le GIFAYA. Okay. On a commencé à militer pour soutenir les femmes qui étaient victimes de violences à l'Est. Okay. J'ai beaucoup milité dans cette association et on a travaillé en partenariat avec d'autres associations. Et c'est là qu'est né vraiment mon amour pour le militantisme et pour l'associatif et pour la lutte féministe. Alors racontez-nous comment est-ce que vous êtes devenue échevine aujourd'hui, parce qu'on doit quand même signaler que vous êtes la première femme noire subsaharienne, africaine subsaharienne, à accéder à ces postes.
Oui, je suis la première femme échevine à la ville de Bruxelles et je suis aussi la première femme échevine tout court de la régie du patrimoine et de l'égalité des chances. Ce sont des compétences qui ont toujours été exercées par les hommes. Ben, mon chemin vers l'échevinat, ce n'était pas un chemin facile. Hein. Donc, aux jeunes qui disent toujours, oui, moi je suis militant, c'est vrai qu'il y a des personnes qui arrivent en politique et puis, pouf, un an après, elles ont directement des fonctions, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'ai été élue pour la première fois comme conseillère communale en 2006. Okay. Toutes les élections qui ont eu lieu en Belgique, j'étais toujours candidate. Et je ne gagnais pas ces élections. Je perdais ces élections. Mais à chaque fois, mon parti me disait, mais voilà, Lydia, il faut encore y aller. Et je persévérais, et j'étais candidate, et je faisais des campagnes électorales que je ne réussissais pas. Et c'est seulement en 2020, quand il y a eu le gouvernement fédéral, il y a eu un jeu de chaises musicales, comme on dit. La présidente de CPS devient ministre. Son poste est libre. Il y a quelqu'un qui prend la présidence du CPS et il y a une place pour moi. Et le parti, par l'intermédiaire de mon bourgmestre, Philippe Close, décide de me désigner échevine. Okay. Donc ça n'a pas été un chemin facile. J'ai vu des personnes arriver après moi et avoir des fonctions meilleures que moi avant moi. En politique, tout comme dans plusieurs autres disciplines dans la vie, il faut avoir de la patience, il faut avoir de la rigueur et il faut avoir de la résilience. Et je pense que j'ai été parfois découragée et je remercie vraiment mes électeurs qui ne m'ont jamais abandonnée parce que j'avais toujours des personnes qui votaient pour moi. Malgré que ça ne marchait pas, j'avais toujours des personnes qui avaient confiance en moi, qui me disaient « Nous, on va voter pour toi, Lydia. » Okay. Parce que ce n'est pas facile hein, d'avoir 2500 personnes qui votent pour toi et qui voient que tu n'as rien de plus et qui continuent à voter. Et je remercie vraiment toutes les personnes qui m'ont accompagnée tout au long de ce parcours parce que ce n'était pas un parcours facile. Et je remercie mes parents qui ne sont pas là et qui ont beaucoup travaillé pour que je puisse aujourd'hui arriver à cet échevinat. Et je voudrais parler à tous ces jeunes qui sont découragés parce qu'ils rencontrent un ou deux échecs. Moi, je dis qu'il n'y a pas d'échec, c'est toujours un apprentissage vers le mieux. Et si vous ratez quelque chose dans vos études, ou bien dans votre vie professionnelle, ou bien dans votre vie privée, regardez la leçon que cet échec vous procure. Et prenez un peu de courage, reposez-vous un peu pour mieux vous relever. Très bien. Voilà, ça c'est beau. Alors, vous êtes aussi maman, épouse. Comment arrivez-vous à relier votre travail, les temps avec les enfants? Vous êtes femme, hein? Et voilà, avec beaucoup de responsabilités. Comment vous vous en sortez? Alors, je vous réponds parce que vous êtes une femme. Généralement, quand un homme me pose la question, je ne lui réponds jamais. Ben, je fais comme tout le monde. Il y a des hommes qui font de la politique. Parce que beaucoup pensent que ceux qui ont des responsabilités ont tendance à négliger leur foyer, ils ne font rien, parce qu'ils sont tout le temps dans des réunions, parce qu'ils sont. Mais comment font les hommes? Il y a beaucoup d'hommes qui sont en politique, qui ont des enfants, qui ont une femme. Est-ce que les femmes les quittent? Les femmes sont là. Est-ce que les enfants disent que papa n'est plus mon père parce qu'il est ministre, qu'il est bourgmestre, qu'il est député? Non, les enfants sont toujours là. Nous, les femmes, c'est la même chose. Je pense que d'ailleurs, nous, les femmes, on sait même concilier plus de choses avec nos vies professionnelles qu'un homme. Donc, je pense que nous sommes à féliciter, même plus que les hommes, mais on va dire au même titre parce que nous, on veut qu'il y ait une égalité. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que on se dise que voilà, concilier vie professionnelle et vie familiale, c'est pas un exploit, c'est normal. Tout le monde le fait. Alors, voilà, Madame Lydia, ça c'était une réponse qui en valait la peine, parce qu'on est souvent pointé du doigt. Une femme avec l'éducation des enfants, comment est-ce que ça va se passer? Aujourd'hui, on le sait. Alors, quelles sont vos perspectives d'avenir? Est-ce que vous voulez encore monter plus haut? Ou vous avez des projets? Alors moi, je dis toujours que je suis à la disposition du parti. L'année prochaine, en 2024, il y aura élection. Il y aura élection d'abord à la région, à la Chambre, à l'Europe en juin. Et en octobre, il y aura élection communale. Donc maintenant, ça dépend des électeurs. S'ils estiment que j'ai fait un bon travail et qu'ils se disent, mais elle doit continuer à l'échevinat, tout dépend de mes électeurs. On est en démocratie. On ne s'impose pas. On donne le choix à l'électeur de nous choisir ou pas. Selon vous, pourquoi vos électeurs vous votent? Nos électeurs nous votent parce qu'on a un bilan.
En termes de logement, chaque législature, on a un plan 800 logements, on construit des logements, on rénove des logements. Ici à Bruxelles, c'est difficile de se loger à prix accessible. Eh bien, à la régie foncière, vous trouvez des nouvelles constructions à prix accessible. C'est-à-dire qu'on est un tout petit peu moins cher que le privé, mais il n'y a pas ce problème de discrimination. Vous pouvez vous appeler Mohamed Ali, vous aurez votre logement. Personne ne va vous dire, moi je ne loge pas les Noirs et les Arabes. Et donc là, je pense que déjà, on a fait beaucoup au niveau de tout ce qui est logement. L'accessibilité de nos logements aux PMR, aux personnes à mobilité réduite, c'est aussi important. Au niveau de la ville de Bruxelles, on essaie de rendre cette ville la plus accessible possible. Au niveau de l'associatif, on a des appels à projets pour subventionner les associations qui sont sur le territoire de la ville ou non. Je pense que si je commence à faire le bilan, on ne va pas s'en sortir, mais je pense qu'on a un bilan très favorable et on peut être fier de ce bilan. Merci beaucoup Madame Lydia, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir pour nous donner voilà, ce bout de témoignage, mais nous reviendrons encore avec d'autres sujets plus tard. Aujourd'hui c'était bon pour nous, pour votre témoignage, mais j'aimerais qu'avant qu'on finisse, vous puissiez regarder l'objectif de cette caméra, dire un mot fort à ces jeunes qui sont fatigués, qui n'ont plus d'espérance, qui n'ont plus de projet ou qui sont en train de voir leurs rêves tomber, disparaître parce qu'ils sont fatigués des inégalités, qui sont fatigués des injustices. Regardez l'objectif de cette caméra, dites-leur quelque chose. Je dirais, comme on dit en anglais, sky is the limit. Donc rien, la limite c'est le ciel. Et personne ne peut vous limiter. Personne ne peut vous réduire et dire que vous êtes ce que vous ne voulez pas être. Vous pouvez être tout ce que vous voulez être. Tout dépend de vous. Tout dépend de la confiance que vous avez en vous. Et tout dépend du courage et de la persévérance que vous aurez. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Tout dépend de votre courage, tout dépend de l'humilité, plutôt du militantisme. Tout dépend de ne pas abandonner votre rêve. Vous l'avez entendu, elle n'a pas abandonné ses rêves. Elle était là, elle échouait à des campagnes, mais elle n'a pas baissé le bras. Elle continuait, elle croyait, voilà, elle militait. Elle n'a pas voulu rester là où elle était, sinon elle ne sera pas là aujourd'hui. Si nous sommes venus la voir aujourd'hui parce que c'est un monument pour nous, c'est un exemple, elle est quand même la toute première femme à honorer toute l'Afrique subsaharienne et en particulier la République démocratique du Congo et par-dessus tout la Belgique, son pays adoptif. C'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir, Madame Lydia. Merci, Madame Mais bonne Karine. chance pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.